objets connectés qui vont être là. 50 milliards d'objets connectés, ça veut dire des liaisons entre tous ces objets qui vont se faire quasiment automatiquement. Mais ça veut dire des quantités de données. Ces données qui circulent entre des objets, ce sont des données qui sont aussi stockées quelque part. Et là aussi, je voudrais en profiter pour vous dire que ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je vais revenir sur l'influence, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parce que, en France, nous avons les RGPD, cette fameuse loi qui fait qu'on a inspiré d'ailleurs les Européens pour la faire, pour protéger nos données privées. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a effectivement une protection qui existe sur notre territoire. Parfait. Mais est-ce que vous savez que 3 mois après que les RGPD aient été lancés, mis en place en France et en Europe, les Américains ont créé une nouvelle loi qui s'appelle le Cloud Act, qui autorise à stocker toutes les informations sur des citoyens non américains, où que ce soit dans le monde. Ah, ça veut dire que nous, ici, on n'a pas le droit de stocker nos informations, et c'est très bien, mais qu'ailleurs, quelque part ailleurs, en réalité c'est dans le Utah, si vous voulez tout savoir, le stockage de la NSA, ils ont leur centre de stockage dans le Utah, l'État du Utah aux États-Unis. Et dans le Utah, on stocke les informations d'Internet de partout. Ce qui veut dire qu'ils sont capables, grâce à ça, d'avoir des informations sur tout et à tout moment. Alors, je vous parle, bien entendu, des Américains, parce qu'eux, ils l'ont dit. Mais ne croyez quand même pas que de l'autre côté, nos amis chinois ou nos amis russes sont en reste. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut être conscient que nous sommes, même quand nous sommes protégés par nos lois, nous sommes dans un monde numérique qui n'a pas de frontières. Et c'est ça qui est important et qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas de frontières, ça veut dire que nous sommes protégés dans une zone géographique. Mais la même information, quand elle sort de la zone géographique, elle n'est plus protégée. Et elle peut être utilisée contre vous. Ça veut dire qu'il faut apprendre la prudence. Ce que je disais tout à l'heure, Dr Jekyll et Mr Hyde. Il faut apprendre la prudence, il faut comprendre qu'on est dans un monde dans lequel personne ne se fait de cadeaux. Il ne s'agit pas de dire il y a les méchants et il y a les bons, c'est pas vrai. Tout le monde est méchant, ou tout le monde est intéressé. Mais dans ce monde très concurrentiel, nous avons la capacité de tirer notre épingle du jeu, si justement, parce qu'on connaît, on sait comment ça marche, on peut trouver des moyens de manœuvrer pour ne pas se faire prendre. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si, là j'avoue que je ne connais plus assez la Calédonie depuis 3-4 ans pour savoir si vous êtes tous comme ça, mais en Europe maintenant tout le monde utilise WhatsApp, vous savez, ou Telegram. Pourquoi? Parce qu'on vous dit c'est crypté, donc c'est inaccessible. J'espère que vous ne croyez pas cette ânerie. Sinon c'est inquiétant, c'est que là on est vraiment au b.a.-ba du numérique. Il y a des lois dans tous les pays du monde qui fait que dès qu'on utilise, qu'on crée ou qu'on vend une entité qui est cryptée, on doit donner le code à l'État en question. C'est valable dans tous les pays du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que WhatsApp étant aux États-Unis, la NSA a les codes de WhatsApp. Donc quand vous parlez sur WhatsApp, ne vous en faites pas, les Américains savent tout ce que vous dites. Alors vous me direz, ah oui, mais moi je suis plus malin, j'utilise Telegram. Ok, Telegram c'est quoi? C'est le WhatsApp russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes du FSB, ils ont accès à Telegram. Alors vous me direz, nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu, nous? Puisqu'on n'a ni WhatsApp, ni Telegram. Vous me direz, il y en a d'autres, on a d'autres systèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où je vous disais, il faut être intelligent. Si je négocie avec des Américains, je ne vais pas utiliser WhatsApp puisqu'ils sauront les informations, ils vont les recevoir les informations, puisque les liens entre l'État et les entreprises aux États-Unis, c'est assez rapproché, enfin il n'y a pas beaucoup de coupures. Donc ils vont avoir l'information, donc je n'ai pas intérêt. Donc quand je négocie avec les Américains, j'utilise Telegram, parce que les Russes sachent que je discute avec les Américains, c'est pas trop grave. Bon, mais dans le sens contraire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction du client, en fonction de mon opération, je vais choisir l'outil qui est le mieux adapté.
Et en vous disant ça, je suis en train de vous donner un vrai truc sur la compétition internationale actuelle, où les Européens, pour s'en sortir face aux grands blocs, hein, aux GAFAM d'un côté, aux BATX de l'autre, eh bien, au milieu, il y a un jeu à faire. En fonction, quand on connaît bien les outils en question, on peut choisir l'outil qui va le mieux nous protéger pour ce problème donné, en sachant qu'il ne nous protégera pas pour d'autres problèmes. Bien, vous voyez, là on est dans l'utilisation du numérique et dans l'intelligence économique. C'est-à-dire, il ne faut pas être dupe, et il ne faut pas être non plus rêveur, hein, il ne faut pas être paranoïaque, parce qu'il ne faut pas, hein, non plus s'affoler, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être naïf. Et c'est parce qu'on n'est ni naïf ni paranoïaque qu'on peut s'en sortir dans le monde actuel. Seulement pour ça, il faut la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que vous apporte l'intelligence économique, de comprendre ce qui se passe, de décoder ce qui se passe de manière suffisamment efficace pour pouvoir répondre à ce dont vous avez besoin. Alors, ce stockage avec le big data, hein, puisque c'est aujourd'hui, nous permet effectivement d'avoir des masses de données absolument incroyables. Je ne sais pas si vous savez qu'on a plus stocké d'informations depuis 2 ans que dans toute l'histoire du monde depuis sa création. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce qu'on arrive à stocker, et ce n'est pas fini. Hein. Donc on arrive à avoir de plus en plus d'informations, et avec les algorithmes, invention géniale, avec les algorithmes, on arrive à sortir de ces milliards d'informations les points essentiels, ceux qui vont nous aider ou ceux qui répondent à notre question. Donc on a fait des progrès considérables et on arrive aujourd'hui à, il faut bien le dire, grâce au numérique, à être d'une précision diabolique, parce que justement on arrive à détecter parmi toutes les données que nous pouvons avoir, celles qui sont véritablement utiles. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a été chercher ces informations, hein, et qu'on les a sélectionnées, je dirais, il y a un problème qui se pose de plus en plus avec le numérique, c'est de vérifier que l'information est bonne. Et là-dessus, je voudrais vous en dire quelques mots. Une information bonne, ça veut dire une information dont on doit être à peu près sûr qu'elle est exacte. Or, si vous regardez ce qui se passe, et c'est le problème des fake news, hein, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus d'informations sont fausses. Alors, on peut dire pourquoi elles sont fausses. Il y a deux raisons à ça. Il y a la raison d'abord, il y a celle du journaliste. Alors, on attaque toujours les journalistes en disant c'est des pourris, c'est des vendus, ils disent n'importe quoi. Non. Les journalistes, ils sont dans un monde médiatique dans lequel on n'a plus le temps d'aller vérifier la réalité de l'information. La notion du scoop, comme on appelle, hein, fait que dès qu'ils ont une information qui leur paraît formidable, il faut qu'ils la lancent parce que ça leur permet de vendre le journal, de faire parler, bon, et d'avoir de l'audience. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier l'information. Et plus une information est reprise et plus on la raconte, et plus elle devient une réalité même si elle est fausse. C'est ça le problème de fond. Aujourd'hui, nous sommes avec des quantités d'informations auxquelles nous croyons en toute bonne foi, et pourtant, quand vous réfléchissez une seconde, eh bien, vous dites non, mais c'est pas possible. Seulement, on ne prend même pas le temps de réfléchir. On est dans une telle pression de l'information en général qu'on ne fait pas l'effort de s'arrêter une seconde et se dire est-ce que ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vraiment sérieux? Et je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples, si vous voulez, parce que c'est tous les jours, ça n'arrête pas. On nous raconte un truc, et puis on y croit parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde en parle, donc on y croit. La rumeur devient réalité, alors qu'elle n'est qu'une rumeur qui est fausse au départ. Et c'est tout le problème de l'influence dont je vous parlais tout à l'heure, parce que les professionnels savent utiliser ces informations biaisées pour arriver à vous faire croire le contraire de la réalité. Et à chaque fois, on est pareil. Et ça tient. Et souvent, quelque chose qui se passe bien au départ se retourne en cours de route. Regardez, pour vous prendre un exemple lointain, certes, mais qui à son époque a été très important, la guerre en Irak, à l'époque du président Bush fils, la deuxième guerre en Irak, où les Français ont refusé de participer. On n'avait pas tort quand on voit ce qui s'est passé après. Bon.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Les Américains, ils avaient décidé, on le sait très bien, les Américains avaient décidé de faire la guerre en Irak pour une raison très simple, c'est qu'ils pensaient que l'Arabie Saoudite allait exploser parce que le royaume branlait dans tous les sens, et qu'il fallait donc absolument avoir une plateforme pétrolière dans la zone. Donc, puis la deuxième plateforme pétrolière avec l'Arabie Saoudite étant l'Irak, ils ont dit on attaque l'Irak et on met la main sur les puits de pétrole. Ça, c'est la réalité. Bon, problème, vous ne pouvez pas dire ça au beau monde, à nous tous. Vous ne pouvez pas dire je vais faire la guerre pour récupérer des puits de pétrole. C'est inacceptable dans un monde où les valeurs, l'éthique, enfin tout ce qu'on nous bassine tous les jours, fait que ça est devenu inacceptable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont convaincus par une campagne extraordinaire qu'il fallait absolument faire la guerre en Irak pour arrêter Saddam Hussein, qui était certes un salopard, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais on l'a accusé de choses dont, à l'évidence, il n'y avait aucune part de réalité, de vérité. La bombe atomique, c'est une foutaise invraisemblable. Il n'a jamais eu la moindre chance d'avoir une bombe atomique en Irak, par exemple. N'empêche que j'étais encore, moi, il y a quelques mois aux États-Unis, dans le Wyoming, et j'ai eu des gens à midi qui m'ont dit, pendant un déjeuner, qui m'ont dit heureusement qu'on a fait la guerre en Irak parce qu'on aurait eu la bombe atomique irakienne. Et quand je leur ai dit mais s'il n'y en avait pas, elle m'a dit ah si, on l'avait vu sur Fox News, évidemment. Fox News qui est un monument de désinformation. Enfin bon. Je vous raconte ça parce que c'est intéressant, c'est qu'à part les Français et quelques autres, très peu, les Américains ont réussi à convaincre le monde que la guerre était juste. Et quand ils sont rentrés en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez, pour les plus anciens qui s'en souviennent, c'était la guerre de libération. C'était 1944 en France, sur les plages de Normandie. Les Irakiens allaient attendre avec des petits drapeaux les Américains en disant « Vive l'Amérique ». Bon. Et effectivement, dans la première partie jusqu'à Bagdad, la percée, je dirais, de la cavalerie légère américaine, parce que ça ressemble un peu dans les westerns, ça, ils sont arrivés jusqu'à Bagdad, ça a été formidable. Et tout le monde disait, voilà un peuple qui est libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils sont arrivés à Bagdad? Et c'est là où c'est intéressant. C'est que ça s'est retourné à 180 degrés et qu'ils sont passés de troupes de libération. On adore tous les troupes de libération. On adore la libération des pays opprimés, c'est normal, c'est humain. Et ils sont passés de l'autre côté, troupes d'occupation. Et on déteste les troupes d'occupation qui sont coupables de tous les maux. Et à partir du moment où, en quelques jours, l'image américaine est devenue celle d'une troupe d'occupation, ils avaient perdu la guerre en Irak et ils sont en train d'en partir dans des conditions pas très honorables. C'est ça, si vous voulez. Et ces histoires-là, on les voit, on pourra en citer des dizaines, on les voit tous les jours. Et puis, il y a des fois où il faut réfléchir un peu. Je vais vous citer un autre exemple. Ça arrive, peu importe si je vous choque, moi je vous explique un peu les choses comme je les vois. Regardez l'affaire russe, l'affaire de l'espion russe de Skripal. Un espion russe qui a été échangé par les Anglais qui vivaient en Angleterre et les gens du service de renseignement militaire russe ont essayé de tuer. Vous avez vu le scandale, vous avez vu ce qui s'est passé, puisque le Skripal a été très grièvement blessé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un neurotoxique. Bon, les Français, les Anglais, tout le monde, on a expulsé des dizaines de diplomates russes à cause de cette affaire-là, et on a dit les Russes sont des salauds de vouloir venir tuer quelqu'un chez nous. Alors maintenant, je vais vous mettre dans l'autre sens. Skripal, c'est un gars qui était un espion russe, qui a donné les noms de tous les agents russes qui étaient en Angleterre aux Anglais, qui ont pu les arrêter tous. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle un traître. Alors, parce qu'il est de notre côté, c'est un ange. Pour les gens de son camp, c'est un traître. Et là commence le problème. Est-ce que ceux qui veulent punir un traître ont le droit de le faire? Réponse non, on n'a pas le droit de régler ses comptes dans les pays étrangers. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils peuvent être furieux contre celui qui a dénoncé ses petits camarades? La réponse, elle est oui, évidemment. Donc vous voyez, je vous dis ça pour regarder tout ce qui s'est passé derrière. Et alors dans le même temps, parce qu'on regardez ce qui s'est passé quand
Vous avez un Saoudien opposant au roi Salman et à son fils surtout, à Mohammed bin Salman, qui a été tué en Turquie. Là, c'est de notre côté, hein, puisque les Saoudiens sont associés aux Européens, aux Occidentaux, dans beaucoup de choses. Est-ce qu'on a viré un seul diplomate saoudien dans les pays européens? Bien sûr que non. Parce que comme c'était de notre côté, c'était normal. Et vous voyez, et c'est ça, et ce que je veux vous montrer par là, c'est ça le problème d'influence. C'est que quand vous savez manipuler l'information d'un même fait brut, parce que c'est bien ça qu'il faut regarder, d'un même fait brut, vous allez faire quelque chose qui est formidable ou quelque chose qui est dégueulasse. Eh bien, ça, on est en plein dans ce qu'on appelle l'influence. Et dans les entreprises, on l'a dans tous les sens. Aujourd'hui, toutes les entreprises, les grandes entreprises, mais les petites et les moyennes subissent ce genre de choses. De même d'ailleurs que les dirigeants, de même que les politiques. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel en permanence les fake news circulent dans tous les sens. Et puisque je suis à l'université, je vous dirais que ça marche aussi à l'université parce que récemment, il y a des logiciels qui ont été mis au point parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre d'étudiants copiaient effrontément des pages entières de bouquins qu'ils avaient trouvés pour faire leur mémoire ou leur rapport. Or, on a mis en place, on a mis au point des logiciels qui maintenant permettent de détecter ce qui est vraiment écrit par vous de ce qui n'est pas écrit par vous. Ben, je peux vous dire que c'est révélateur. Hein. On a fait des essais à la Sorbonne à Paris, c'est spectaculaire. Hein. Et pas toujours à l'honneur des étudiants, je dois dire. Bon, il y en a qui sont formidables, mais il y en a par contre, c'est des champions de la copie. Hein. Alors, je vous citais tout ça parce que aujourd'hui, donc, on a l'information, on la collecte, on vérifie qu'elle est vraie ou fausse, ou en tout cas on essaie de réduire le risque de se tromper. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on en fait des synthèses. Et là, je voudrais vous dire qu'en intelligence économique, il faut faire très attention. Très attention à un point, mais c'est valable aussi dans les services de renseignement en général, hein, c'est qu'il faut rester le plus objectif possible. Quand vous faites de l'intelligence économique, comme quand vous faites du renseignement, il faut que vous restiez, quand vous êtes l'analyste, le plus froid possible, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous faire prendre par une idéologie quelle qu'elle soit. Or, nous sommes tous sujets à des pressions internes idéologiques que nous créons nous-mêmes ou qui viennent d'autres. Ne serait-ce que parce qu'on veut faire plaisir à son patron et on va lui donner des choses qu'il veut entendre. Et malheureusement, il y a des fois où il faut au contraire faire le contraire et lui dire ou lui écrire des choses qui ne lui font pas plaisir, mais qui sont la réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui fait de l'intelligence économique, elle doit être neutre, elle doit juger de la manière la plus neutre possible, et c'est ce document final le plus neutre possible qui va monter aux responsables, qu'ils soient patrons d'entreprise, directeur de la stratégie, gérant du magasin. C'est à ce niveau-là ensuite que lui, avec sa propre vision des choses, va construire une stratégie. Mais la stratégie, elle se construit ailleurs que dans l'analyse que nous faisons. C'est après. Et ensuite, chaque dirigeant, lui, va monter sa stratégie. Cette stratégie, il va recevoir pour ça les informations. Et vous vous doutez bien que dans la bataille mondiale actuelle, avec la compétition mondiale actuelle, il est très important que cette diffusion elle se fasse à tous les destinataires intéressés et le plus vite possible. Et là-dessus, je voudrais aussi insister, c'est qu'on doit aller très vite parce que les autres vont très vite en face de nous. Aujourd'hui, dans la compétition mondiale, tout le monde est concerné. Et chaque fois, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Hein, je prends là, puisqu'il y a des éminents représentants du monde du nickel, hein, quand vous prenez par exemple le nickel, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le nickel en Calédonie si vous oubliez ce qui se passe en Indonésie, ce qui se passe en Chine, l'évolution des batteries au lithium et ainsi de suite. Et c'est en projetant toutes ces données-là que vous allez pouvoir imaginer ce qui pourrait bien se passer. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous planter, parce que vous ferez une analyse en vous regardant le nombril, qui est certes magnifique, mais ce n'est pas la solution. Diffusion donc à tout le monde, sachant que, comme je vous l'ai dit au début, celui qui gagne,
c'est celui qui est le mieux informé. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. C'est valable du petit magasin au plus gros État. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et regardez ce qui vient de sortir, c'est très intéressant. Ça n'a rien à... C'est pas de l'intelligence économique, là c'est de l'espionnage pour les États. Regardez ce qui vient de se passer avec la révélation par les Anglais que Poutine avait à côté de lui un agent qui était un agent américain. Hein, et que par lui, ils ont pu savoir, les Américains ont pu savoir la fameuse histoire des attaques russes contre pendant l'élection américaine. On découvre maintenant que les Américains en savaient beaucoup plus qu'on ne le pensait, parce qu'ils avaient un gars qui était à côté de Poutine, qu'ils ont sorti en catastrophe de Russie, parce que malheureusement, les informations qui étaient sorties dans la presse ont fait que le type a été à peu près identifié, donc il fallait lui sauver la peau, donc ils l'ont sorti. Mais c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est pas cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, on peut avoir, par une forme ou par une autre, une bonne information qui va vous permettre de détecter la réalité de ce que vous devez faire. En tout cas, de préciser ce que vous devez faire. Un point là-dessus, sur lequel je voudrais vous dire un mot, c'est cette information, cette connaissance, ce n'est pas uniquement de l'extérieur. Et là, je vous parle par expérience, on a toujours tendance à développer l'information vers l'extérieur, savoir ce qui se passe ailleurs, et on a toujours tendance à oublier d'analyser ce que nous sommes nous-mêmes. Hein? Or, l'information, c'est le croisement, la bonne information, c'est le croisement de nos capacités réelles, non pas celles qu'on rêve, mais nos capacités réelles, par rapport aux opportunités qui s'ouvrent, ou par rapport aux menaces que nous avons en face de nous. Et cette capacité, si vous voulez là, cette connaissance interne qui fait qu'on sait parfaitement ce qu'on peut faire ou pas faire, ce qu'on peut assumer ou ne pas assumer, c'est ça qui va faire la différence aussi. Donc si vous voulez, il y a un côté dans l'intelligence économique aidée par le numérique, et Dieu sait si aujourd'hui, avec tous les capteurs, on sait tout sur nos entreprises de l'intérieur, si on le veut bien sûr, eh bien, en croisant ce qu'on connaît de l'intérieur et les informations qui nous viennent de l'extérieur, alors on est capable de fixer un peu ce qu'on va faire dans le futur. Je ne veux pas être trop long parce que je peux aussi poser des questions, mais sur la sécurité, pour terminer sur la sécurité, je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire attention parce que il y a plein de possibilités de vous faire piquer des informations par les uns et par les autres. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, vous avez des quantités de techniques qui font qu'on peut aller chercher des informations chez vous. Il y a bien sûr le détournement d'informations, il y a le piratage, il y a la copie, pour avoir des copies, pour avoir vos plans, pour connaître ce que vous faites, donc le vol de data, de données. Mais vous avez aussi d'autres aspects, et en particulier, vous avez aujourd'hui de plus en plus les attaques par des groupes criminels, par des hackers, qui vous attaquent sur le plan en vous demandant des rançons, les ransomware, comme on appelle. Et là, il faut faire très attention, parce que là aussi, on s'imagine que c'est uniquement réservé aux gros, ce n'est pas vrai. Saint-Gobain a perdu une fortune, c'est vrai une fortune, 3 semaines d'arrêt de ses usines, 15 jours d'arrêt de ses usines, 3 semaines d'arrêt de son siège social, c'est quand même pas mal à la suite d'une attaque. Bon, dans le cadre de Petya, il y a 2 ans, avec le virus Petya. Mais aujourd'hui, on a des attaques directes où on vous bloque votre écran et vous n'avez plus aucune information. Et là, il faut payer en bitcoin, il faut payer un peu d'argent, ça peut être 100 €, donc si vous voulez 12 000 francs pacifiques ou plus, ou beaucoup plus, mais pas guère plus quand même, et puis on vous remet votre écran en marche. Alors vous me direz, oui, ça arrive jamais. Si, ça arrive de plus en plus. On n'en parle presque pas, mais tout le monde se fait attaquer aujourd'hui par ces hackers qui vous demandent des rançons. Et là, c'est un vrai problème, un problème de société, parce qu'il faut savoir comment réagir par rapport à ça. Les services spécialisés peuvent vous donneront des informations pour voir comment on peut faire pour y faire face. Mais faites bien attention, dans cette salle, je vous garantis, dans les 10 années à venir, il y en a bien un tiers qui va se retrouver dans cette situation.
parce que ça se développe en traînée de poudre. Parce que pour les voyous, ça rapporte beaucoup plus d'argent que tous les hold-up qu'on peut imaginer. Hein? Quand ils ont attaqué, ils ont piqué les fichiers de Domino Pizza, un livreur de pizza à domicile aux États-Unis, 5 millions de fiches. Hein? Il y en a eu 2,5 millions qui ont été, dont les propriétaires, enfin, de clients, qui ont été attaqués comme ça. Et sur les 2,5 millions, d'après les estimations, parce que les gens ne disent pas toujours la vérité, on pense qu'il y en a plus de 60% qui ont payé $100. Eh bien, si vous multipliez 1,3 million, 1,4 million personnes par $100, vous voyez que c'est un hold-up qui est bien plus intéressant que tout ce qu'on peut faire avec une attaque de train postal ou de fourgon. Et il n'y a aucun risque. Voilà. Alors donc, c'est pour ça que le problème de la sécurité, c'est un vrai problème. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer avant de vous passer la parole. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est en pleine évolution. Le numérique nous aide énormément. Nous pouvons, grâce au numérique, faire de l'intelligence économique dans des conditions exceptionnellement bonnes par rapport à précédemment, et par là même être plus efficaces. Mais il faut aussi penser que ces techniques, Dieu sait si elles sont utiles, mais elles ont aussi une partie de danger, et que ce danger-là, il faut que chacun s'y prépare, pas seulement au niveau des entreprises, mais au niveau de chacun d'entre vous en particulier. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Juillet. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette intervention. Ma question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc effectivement sur l'évolution des 20, des 30, des 40 dernières années, quelle serait votre vision des 20 prochaines années, et notamment par rapport au rôle primordial des États durant les dernières décennies, où là on rencontre, en parlant des GAFA, pour ne pas les nommer, que quelque part, tout ce que vous dites là, ça se concentre dans les mains de quelques grands groupes et qui ont une maîtrise quasiment totale de l'information et de l'intelligence économique au niveau mondial, et de par ce fait-là, surplante tous les États, y compris les grandes puissances. Alors je crois que d'abord, c'est clair. On a aujourd'hui deux blocs, deux grands blocs très puissants. Un dont on parle tous, c'est les GAFAM, parce qu'on est dans l'Occident. Le deuxième, c'est BATX, c'est les Chinois, le groupe chinois, qui fait déjà plus de 50% de la taille des GAFAM. On n'en parle pas assez, mais qui grimpe beaucoup plus vite que les GAFAM. Et l'affaire Huawei va favoriser les Chinois. Parce que en empêchant les fournisseurs américains d'Android et autres, en empêchant les fournisseurs américains d'équiper les sociétés chinoises, celles-ci surinvestissent actuellement en recherche pour remplacer par des produits chinois ce qu'ils achetaient aux États-Unis. Donc la Chine va perdre une partie de sa dépendance des Américains par une stratégie américaine qui n'est pas forcément la meilleure, avec Huawei. Et donc on va se retrouver avec ces deux blocs, parce que je vous dis, l'un monte plus vite que l'autre, donc à 20 ans, ils sont pareils. Alors la question, c'est les autres. Et les autres, malheureusement, il faut bien reconnaître que... Alors si je parle de l'Europe, l'Europe se révèle pour le moment incapable vraiment d'investir suffisamment. Elle investit, mais pas suffisamment. Et le drame de l'Europe, c'est que ces chercheurs sont tous récupérés actuellement ou aux États-Unis ou en Chine pour faire des recherches. Donc on a aujourd'hui une richesse potentielle énorme en recherche, mais malheureusement elle est récupérée d'un côté et de l'autre. C'est particulièrement vrai d'ailleurs pour les mathématiques, puisque vous savez que les algorithmes, c'est des bases, c'est du monde de la mathématique. Or les meilleurs mathématiciens, c'est les Français et les Russes. Donc là c'est clair. Eh bien on se fait prendre actuellement, on les voit partir, et on peut pas l'empêcher parce que les conditions qui leur sont offertes sont telles que pas une boîte française ne peut proposer des conditions pareilles. Donc oui, on est en train, de ce côté-là, on est en mauvaise situation. Ceci étant, c'est là où justement il faut que... La seule chance que l'on peut, pour freiner un peu cette évolution, c'est que des groupes de pays comme l'Europe, la Commission européenne, prennent une décision commune pour, dans certains domaines, on ne peut pas tout changer, c'est pas possible, mais dans certains domaines bien pointus, de dire, sur ce point-là, là, vous êtes obligé de passer par telle règle et on l'appliquera, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut se protéger sur certains points. On ne peut pas se protéger sur l'ensemble de la filière, on peut se protéger sur certains points. Et pardon. La RGPD, par exemple, est un début, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est un début.
il faut qu'on arrive effectivement à trouver des solutions pour mieux se protéger. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le problème c'est qu'en dehors de nos frontières, malheureusement nos lois ne s'appliquent pas. Et on n'a pas, nous, la puissance américaine de faire de l'extraterritorialité et d'imposer à tout le monde le respect de lois américaines. Ceci dit, les lois extraterritoriales sont basées sur le dollar. Alors si vous avez regardé ce qui est en train de se passer, là aussi, il y a un vrai problème pour les Américains, et curieusement c'est parti de chez eux, c'est la crypto-monnaie. Parce qu'au départ on disait il faut trouver d'autres monnaies que le dollar, pour faire une monnaie de rechange au niveau international, mais on s'aperçoit que les Iraniens, par exemple les Russes, ou les Chinois d'ailleurs se mettent à utiliser des paiements en crypto-monnaie, parce que ça, même avec tous les risques que ça représente, au niveau de la stabilité des cours, au niveau des manipulations et au niveau de la partie criminelle de la crypto-monnaie, il n'empêche que ça permet d'éviter le contrôle des grandes banques mondiales et donc de pouvoir faire des opérations malgré les interdictions. Excusez-moi, pétrole iranien, par exemple. Excusez-moi, monsieur Oui. Juillet. Je me permets juste, parce qu'on a un impératif, on a 3 présentations juste après. On a une toute dernière question. Donc, juste, effectivement, sur le programme papier, je reprécise, il y a eu une coquille. Donc, l'intervention de monsieur Juillet a commencé à 8h15. Nous avons 3 autres présentations qui vont arriver juste après. Je propose juste une dernière question. Et puis, pour toute autre question, monsieur Juillet est sur site toute la journée. Donc, n'hésitez pas à vous adresser directement à lui. Merci. Merci, bonjour, je m'appelle Laurent. Merci avant tout de votre présence et de la qualité de votre intervention. Ma question est la suivante. Si vous aviez une action à mener pour laquelle vous estimeriez qu'il y aurait le maximum de chances que la sensibilisation des individus, que nous sommes tous en tant qu'utilisateurs des outils numériques, de prendre soin de nos données et donc de les protéger, toutes ces informations, qu'est-ce que serait cette action ? Je crois d'abord qu'il faut essayer de créer pour moi, le principal problème, c'est de créer des coupures, si vous voulez. C'est-à-dire que votre ordinateur, si dans votre ordinateur, vous stockez tout, si jamais on vous copie votre disque dur, vous avez tout perdu. Ou alors, du moins, les gens sauront tout ce qu'il y a. Si vous avez mis l'essentiel en dehors de votre ordinateur dans un disque dur à côté, ou dans une clé USB ou ce que vous voudrez, à ce moment-là, vous pourrez vous en sortir beaucoup mieux. Et le problème, c'est ça, c'est ce que vous disiez sur la notion de secret. Il faut réfléchir à chaque fois à comment ça se passe. Dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, vous avez toutes les chances quand vous voyagez, qu'on vous copie votre disque dur. Si vous êtes quelqu'un dans une négociation un peu pointue, vous avez toutes les chances. Et puis même dans d'autres coins du monde, même sans être pointu pour autant. Donc comment faire à ce moment-là ? La seule solution, c'est que votre ordinateur soit vide, des problèmes importants bien sûr, et que vous ayez la partie secrète, vous l'ayez dans une clé USB. Parce que la clé USB, vous l'avez dans la poche, elle passe à la douane, ça siffle pas, ou ça sonne pas. Et je vais même très loin, et dans certains pays, la nuit, moi je connais des gens qui se mettent la clé USB autour du cou pour être sûr que pendant la nuit, on n'est pas en train de leur piquer à côté. Vous voyez, donc, mais ça c'est dans des pays très tordus. Merci beaucoup, monsieur Juillet. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre intervention. Merci à vous tous.